Stéphane Travers, député PS de Coutances-Valognes. C'est commencé ? Ça commence. Conseiller régional de Normandie, délégué national du mouvement En Marche. La primaire de la droite et du centre depuis hier. La droite et le centre a son candidat, François Fillon. C'est le meilleur candidat pour la gauche ? C'est le meilleur adversaire. Si c'est le meilleur adversaire pour la gauche, mais en tous les cas, la droite a réussi ses primaires. Une grande participation qu'il faut souligner, c'est important. 4,5 millions de participants, c'est pas rien. Alors c'est pas non plus, c'est pas la France. Hein. Il reste beaucoup d'autres électeurs qui ne se sont pas déplacés à la primaire, mais c'est un signe. C'est un résultat qui est clair, net, et qui indique clairement ce que un bon nombre d'électeurs de droite souhaitent, c'est-à-dire pour moi, un retour en arrière, une droite conservatrice. Oui, mais alors justement, pour un candidat de gauche, c'est l'idéal, un candidat de droite vraiment à droite, bien marqué sur les valeurs conservatrices, parce que ça permet de se définir, de se démarquer, de se cliver en s'opposant. Oui, c'est-à-dire que là aussi, c'est vrai qu'il y a moyen de marquer de manière plus claire, plus nette, le clivage entre la gauche et la droite. Et ça permet à celles et ceux qui ont tendance à dire que la droite et la gauche, c'est la même chose. Nous en avons la preuve flagrante que droite et gauche, c'est pas pareil sur l'Europe, sur la solidarité, sur l'éducation et sur bien d'autres sujets. Et je crois que c'est aussi un moyen de faire en sorte que l'on puisse retrouver le clivage qui a toujours existé entre la droite et la gauche. Projet contre projet, valeur contre valeur, image de la France dans le monde, contre une autre option. Et je crois que ça augure une campagne présidentielle intéressante, parce que cette campagne, cette campagne des primaires de droite, elle a été digne, c'est vrai. Les débats ont été parfois vifs entre les candidats, mais pour autant, je pense qu'il faut mesurer une chose, c'est que quand j'ai regardé moi le débat d'entre-deux tours, je n'étais pas d'accord avec ce que les deux candidats pouvaient dire. Mais on a eu un débat de bonne tenue. Et j'espère que nous aurons des débats comme cela. Oui, je sens poindre dans votre propos que c'est pas si évident qu'on ait une aussi bonne tenue et une aussi grande loyauté entre les concurrents de la gauche pour la primaire. Je ne sais pas, du moins moi je l'espère, parce que lorsque l'on se présente à la magistrature suprême, comme on dit, on doit faire preuve de dignité, on doit faire preuve aussi d'enthousiasme pour porter un projet, et c'est pas du théâtre. On n'est pas au spectacle. Et là où je peux rejoindre, c'est une des rares choses où je peux rejoindre François Fillon, mais on a eu trop tendance, depuis ces dernières années, à vouloir considérer que la politique, c'était du spectacle. Moi, je participe parfois à des émissions de radio, télévision, où qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande de préparer des punchlines. C'est-à-dire, on nous dit, la fameuse petite phrase, et puis, allez-y, envoyez des vannes. C'est vraiment comme ça que ça se passe C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous arrivez sur une émission radio nationale certaines radios nationales situées à Monte-Carlo, vous avez ce genre de propos. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être réactif. Ça, c'est normal dans un débat. Mais il faut que ce soit un peu théâtral, il faut qu'il y ait du pugilat. C'est-à-dire que vous, député de Nation, avant que vous arriviez sur le plateau de ce genre de médias nationaux, on vous dit préparez vos slogans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous dit il faut que ce soit quelque chose de vivant, il faut que vous n'hésitiez pas à répondre aux uns et aux autres, n'hésitez pas à vous couper la parole, oui, donc là, on est vraiment balancer, quoi. Et donc on est dans la politique spectacle. Et moi, ce que je crois, c'est que la politique, pour pouvoir lui redonner ses lettres de noblesse, pour faire en sorte que nos concitoyens et nos concitoyennes s'intéressent à la chose publique, s'intéressent à la politique, c'est de faire en sorte de les ramener, je dirais, sur ce qu'est le débat politique. C'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas forcément quelque chose de triste, mais c'est quelque chose de sérieux, parce que on parle de la vie des gens et de la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors, quelque chose de sérieux, la chose politique. Est-ce que la gauche a une chance d'être au second tour de l'élection présidentielle 2017 face à une droite rassemblée, forte sur ses appuis, face à un Front National très fort et une gauche apparemment divisée pour l'instant? Mais la gauche, elle a pour mission, pour devoir de se rassembler. Et moi, je ne fais pas partie de ceux... Oui, mais vous soutenez un candidat qui ne veut pas passer par les primaires, Emmanuel Macron. Oui, mais je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que
notre camp a déjà perdu et que la gauche, elle doit porter ses valeurs, elle doit les porter fièrement. Aujourd'hui, quel est le débat ? Nous avons, la primaire d'hier soir a mis en avant le camp des conservateurs. Et donc, face au conservatisme, nous devons afficher le camp des progressistes. Et ce sont les progressistes qui doivent gagner cette élection présidentielle. Et les progressistes, aujourd'hui, ils s'incarnent à gauche, bien évidemment. Et la primaire va permettre de clarifier un certain nombre de choses. Et puis, vous l'avez dit, moi je soutiens un candidat qui ne souhaite pas participer aux primaires. Pourquoi ? Donc Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bien sûr, et il l'a dit très clairement. Mais parce qu'aux primaires de la gauche de 2011, les débats n'ont jamais été tranchés, clairement. C'est-à-dire que nous avons eu dans le gouvernement des gens qui s'étaient affrontés à la primaire et qui s'estimaient les uns et les autres redevables de ce qu'ils portaient pendant la primaire. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un candidat qui porte l'espérance d'un camp, le camp des progressistes, et que le projet qu'il va porter devant les Français ne puisse pas être mis, je dirais, en contradiction par ceux-là même qui l'auraient soutenu quelques semaines auparavant. Vous savez, moi j'ai fait un constat, vous connaissez mon positionnement politique, moi je suis au Parti Socialiste depuis mon âge de 18 ans. Et vous êtes plutôt sur l'aile gauche du Parti Socialiste. J'ai toujours appartenu et j'appartiens toujours à ce que l'on appelle l'aile gauche du Parti Socialiste. Et alors c'est l'autre question, quand on parle de vous sur le territoire de la Manche, on se dit mais comment il fait Stéphane Travert, lui qui est sur la gauche du PS, pour rallier Emmanuel Macron, qui est plutôt un libéral économique, qui est en contradiction avec ses valeurs? C'est pas tout à fait ça. Il y a... on attend des réponses de votre part là-dessus. On attend des réponses, mais bien sûr, mais c'est... Je l'entends, je le comprends. Beaucoup de gens se posent la question. Mais moi, je n'ai pas changé. Moi, je reste aux côtés d'Emmanuel Macron avec le vécu, la sensibilité, le bagage politique et l'engagement politique qui est le mien, depuis toujours. Et je ne changerai pas. Oui, mais je ne changerai pas. Mais Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait ? Il rassemble autour de lui des gens de différentes sensibilités, que l'on appelle des progressistes, pour porter un projet, pour rassembler les Français. C'est autour de ça que nous travaillons. Et moi, Emmanuel Macron, quand il a été nommé ministre de l'économie, son premier déplacement, il l'a fait dans le département de la Manche. Il est venu à Accaume, à Mortain. Et moi, j'ai découvert quelqu'un à l'écoute des gens, dans le respect des salariés. Et nous avons travaillé ensemble pendant le projet de loi Croissance et Activité. Il y a un lien d'amitié qui est né, et c'est important. L'amitié en politique, ouais, ça existe. Ça ne fait pas un programme pour les Français. Ça ne fait pas un programme pour les Français, mais c'est important. Ça commence aussi par là. C'est-à-dire une rencontre d'hommes et de femmes qui veulent partager un moment ensemble et qui veulent porter des choses. Et puis, nous avons commencé à travailler sur ce que pourraient être les conditions d'un rassemblement, sur l'éducation, sur les valeurs, sur la laïcité, sur l'organisation même de la société. Et donc, autour de nous, dans le groupe que nous formons En Marche, il y a des gens qui sont de ma sensibilité, et puis d'autres qui sont un peu plus sur l'aile centre du Parti Socialiste. Il y a même des gens qui viennent du camp de la droite. Je pense à quelqu'un comme Renaud Dutreil, par exemple, qui a été ministre d'Alain Juppé. Mais autour de nous, nous sommes mus par, je dirais, nous avons mis de côté ce qui pouvait nous diviser, nous séparer, pour essayer de faire en sorte que l'essentiel fasse un programme et que l'essentiel fasse en sorte de rassembler les Français. Alors, en quelques mots, justement, parlons des idées forces d'Emmanuel Macron et de son programme. Qu'est-ce qui fera justement l'essentiel ? Qu'est-ce qui fera le ciment entre ces diversités ? Et en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui doutent ? En quoi le programme d'Emmanuel Macron peut plaire aux Français ? Mais d'ailleurs, d'abord, il y a la personnalité. Emmanuel Macron est quelqu'un de jeune, et vous l'avez vu, nous avons depuis un certain nombre d'années de jeunes dirigeants politiques en Europe. Là encore, c'est pas un argument de campagne. C'est pas un argument de campagne. La jeunesse et le renouvellement. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, en Europe, vous avez des jeunes dirigeants en Grèce, en Espagne, Podemos, vous avez l'Italie, Matteo Renzi, au Canada, vous avez aussi de jeunes dirigeants. Donc il y a un appel
au renouvellement, à de jeunes générations pour, je dirais, prendre les commandes de nos destins. Et puis, vous avez ensuite, Emmanuel Macron va porter durant sa campagne sa vision sur l'éducation. Il a déjà pu donner quelques points, c'est-à-dire donner de l'autonomie aux enseignements du primaire pour faire en sorte que les enfants, lorsqu'ils arrivent au collège, soient en capacité de savoir lire, écrire et compter correctement, c'est-à-dire leur donner les bases pour que le collège ne soit plus considéré comme un échec. Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup des difficultés du collège unique. Et aujourd'hui, on le voit bien sur nos territoires, quand on est à La Haye-du-Puy, à Périer, à Lessay, sur tous les collèges de cette circonscription, on voit bien qu'il y a des élèves qui n'ont plus leur place dans le collège parce que l'échec est arrivé dès le primaire. Donc on a ce point-là sur lequel nous devons travailler. Et moi, j'aurais à dire, nous devons continuer le travail qui a été commencé, puisque sur l'éducation, nous n'avons vraiment pas à rougir de ce que nous avons fait. Et puis, il y a libérer les énergies. Alors, oui. Sur l'économie. L'économie. Libérer les énergies. Et libérer les énergies, ce n'est pas, comme moi je peux l'entendre souvent, casser le code du travail, mettre de la flexibilité partout. Si c'était cette ligne-là qui était défendue, bien ce ne serait pas la mienne. Je ne serais pas aux côtés d'Emmanuel Macron pour le porter. Moi, je porte, je dirais, la protection de notre modèle social, je porte la défense des salariés, mais aussi de faire en sorte que l'entrepreneur, l'artisan, le commerçant puisse être libéré d'un certain nombre de choses pour pouvoir faire avancer son entreprise. Et cela, ça passe par, je dirais, un certain nombre de mesures qui sont à prendre pour faciliter la vie des dirigeants d'entreprise, mais leur faciliter alors la quoi, vie par exemple, pour pouvoir... Mais leur alors, faciliter la vie. réduction de charges sociales, plus de facilité Ça à peut licencier, passer- par exemple. Non, mais pourquoi faciliter à licencier Parce qu'on sait que pour les TPE, parce qu'on sait que pour les TPE, PME, l'un des freins à l'embauche, c'est la peur de ne pas pouvoir se séparer d'un collaborateur si celui-ci ne fait pas l'affaire, alors même que peut-être il y a du travail et qu'on a besoin mais est-ce qu'on peut prendre le de problème à ressources l'envers humaines pour répondre. Est-ce qu'au lieu de parler de facilité à licencier, est-ce qu'on peut aussi parler de facilité à embaucher? Parce que là aussi, moi je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise sur mon territoire qui me disent mais moi aujourd'hui j'ai des difficultés. Alors moi quand les gens viennent me voir pour me dire moi j'ai du travail, j'ai besoin de créer des emplois, je ne les entends pas parler de licenciement aussitôt. Ils viennent me dire moi j'ai besoin d'avoir des salariés qui soient qualifiés. Donc ça passe par la formation qui est un élément indispensable aujourd'hui. Et vous avez vu, c'est à la mode. Aujourd'hui, l'apprentissage, on est en train de le remettre en avant. Et moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose de faire en sorte que un jeune qui ne trouve pas sa place aujourd'hui dans le marché du travail, qui n'arrive pas à trouver de travail dans une entreprise, eh bien qu'on puisse lui donner les moyens de créer sa propre activité. Alors, on va parler d'ubérisation de la société. Mais bon, ça, ce sont des contextes et des phénomènes peut-être plus urbains, mais dans nos sociétés mais rurales. Alors comment on fait 2 ou 3 mesures peut-être elles sont déjà sur la table ou pas ces encore mesures, oui, elles sont sur la table. Nous avons commencé à les porter, mais c'est fluidifier, je dirais, la vie. Alors, c'est la simplification, ça peut être la réduction de charges, effectivement, pour des salariés non qualifiés, mais c'est aussi permettre, Emmanuel Macron porte aussi cette exigence, c'est faire en sorte que les salariés, lorsqu'ils veulent quitter leur emploi pour aller créer leur société, eh bien, s'ils démissionnent, qu'ils puissent toucher des allocations chômage. C'est continuer ce fil qui puisse éviter de dire aux gens, voilà, vous allez toucher des allocations et ensuite vous essaierez de faire au mieux. La vie aujourd'hui, c'est pas ça. J'ai pas envie de dire aux jeunes, voilà, bon ben vous avez eu des difficultés scolaires, vous êtes en échec scolaire, on vous donnera une allocation et puis vous essaierez de vous débrouiller avec ça. Non. Moi, ce que je veux, c'est que ces jeunes puissent, avec une formation, avec une qualification, puissent créer leur emploi ou intégrer une entreprise, participer à la vie économique du territoire, mener leur vie, construire une maison, mettre leurs enfants dans les écoles, parce qu'on a aussi besoin de... On a perdu 350 élèves. On a une démographie qui est en baisse dans ce département. 350 élèves de moins dans la circonscription. Donc on a besoin d'accompagner aussi les jeunes couples avec enfants pour mener leur projet de vie. Et c'est autour de cette simplification, de cette liberté, c'est-à-dire construire des nouveaux droits sans en enlever. C'est toute la différence avec François Fillon, qui lui, dans la logique très libérale, que dis-je très libérale, ultra libérale, qui est la sienne, c'est-à-dire
il nous promet du sang, j'ai même oublié les larmes, parce que là c'est essentiellement du sang, une purge sociale, enlever des droits à celles et ceux qui les méritent, et puis alors que nous proposons de nouvelles protections pour celles et ceux qui demain vont s'engager sur le marché du travail. Et puis, juste pour terminer, d'un mot, moi vous savez j'ai remarqué depuis quelques mois, on a eu beaucoup de débats qui ont agité notre pays sur les valeurs, sur l'identité, etc. Et ça a été aussi peut-être une des réponses de la primaire de droite, c'est qu'on, pendant longtemps, on nous a parlé d'identité, etc. Et je pense que les gens en avaient aussi un peu marre d'entendre parler de ça en permanence. Mais il y a une dizaine d'années, on se battait pour que les gens aient des nouveaux droits. Ça, c'est les combats de la gauche. Pour que les gens aient de nouveaux droits. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens se battent pour que le voisin d'à côté, il ait moins de droits. Ou en tout cas, qu'il n'en ait pas plus que lui. Et ça, c'est quelque chose qui me choque. Et c'est une des inversions que je souhaite aussi porter. Le porter avec Emmanuel Macron. Ça, c'est le fruit d'une compétition, du fait qu'il y a de moins en moins d'argent, donc les allocations... Mais c'est pas vrai qu'il y ait de moins en moins d'argent. Il y a de l'argent, se réduisent. Mais vous avez, aujourd'hui, l'argent ne circule plus de la même manière. Et il est faux de dire qu'il n'y a pas d'argent. Vous avez des entreprises qui font de très très bons résultats. Vous avez des gens qui investissent. Donc Emmanuel Macron va taxer davantage les entreprises. Mais si on veut avoir plus d'argent pour faire progresser les droits. Mais si ça peut passer par là. Mais je dirais que c'est à la carte. Il ne faut pas, je dirais, mettre les gens et les idées dans des cases préconçues. Je crois que ce que l'on a besoin, c'est de libérer l'activité et permettre aux gens de fluidifier ce qu'ils veulent faire sur le territoire, donner les moyens aux artisans, aux commerçants, aux entrepreneurs de porter leurs projets et donner la capacité aux salariés de pouvoir mener leurs projets, formation, qualification et ensuite création si ils veulent pouvoir créer leur entreprise et pouvoir continuer dans l'entreprise à bénéficier des droits dont ils ont toujours bénéficié, parce que là aussi, sur le temps de travail, ça a été un débat porté par Emmanuel Macron. Et moi, quand j'entends dire, parce qu'on caricature souvent les propos d'Emmanuel Macron, moi, quand j'entends dire Emmanuel Macron égale fin des 35 heures pour les jeunes, attendez, du grand n'importe quoi. Les 35 heures, vous avez beaucoup de jeunes qui vont rentrer dans des entreprises. Quand vous travaillez dans une entreprise sur un travail posté, vous faites 35 heures. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, puisque au bout de 35 heures, la machine s'arrête, c'est une autre équipe qui prend la place, suite, etc. Ouais. Mais pour celles et ceux qui ont envie de s'investir dans une entreprise, si vous avez la capacité et l'envie de faire plus de 35 heures parce que vous avez une maison à payer, vous avez une voiture donc plus de souplesse à payer, eh bien, vous pouvez en bénéficier. Et ce qui permet aussi de mettre plus de souplesse pour celles et ceux qui arrivent en fin de carrière, c'est-à-dire ce qu'on appelle les seniors, voilà. C'est-à-dire qu'à partir de 55 ans, quand vous travaillez dans le bâtiment, vous n'en pouvez plus. Et qui veulent commencer à lâcher du lest et faire moins de 35 heures éventuellement par semaine. Vous commencez à faire un peu moins d'heures, et en même temps, vous pouvez utiliser ces quotas d'heures pour former, faire du tuilage, former les jeunes qui demain vous remplaceront dans l'entreprise. Deux dernières questions, Stéphane Travers. Je reviens à ma première question. Si Emmanuel Macron va au bout de sa candidature, la gauche sera donc divisée à l'abord du premier tour. Donc, elle a moins de chances d'accéder au second, forcément, mathématiquement. Les réservoirs de voix ne sont pas inépuisables. Mais le débat ne se pose pas comme ça. Parce que vous nous avez défendu pendant 15 minutes le programme d'Emmanuel Macron, on est entièrement d'accord. Non mais ça, c'est la vision que vous pouvez avoir. Mais pourquoi demain, Emmanuel Macron ne serait-il pas le candidat de la gauche et du camp des progressistes? C'est le pari que nous faisons. Ensuite, nous verrons bien. Vous savez, nous ne sommes pas au bout, et peut-être pas au bout de nos surprises. Bon, très bien. Alors, je ne me relance pas là-dessus. Effectivement, donnons peut-être du temps au temps et sa chance à l'avenir. Travailler avec le temps. Même si les forces partisanes sont en général très, très fortes et c'est difficile de les renverser. Une dernière chose sur vous. Vous êtes candidat à la candidature à l'investiture du Parti Socialiste pour les élections législatives de juin 2017. Le Parti Socialiste, il y a quelques jours, a dit que ceux qui ne soutiendraient pas le candidat du PS pour l'élection présidentielle ne se verraient pas gratifiés de l'imprimatur, de la bénédiction du PS pour être candidat. Pas de bénédiction au Parti Socialiste, nous sommes laïcs. Oui, je sais. Voilà, pour être candidat sous l'étiquette PS en juin. Voilà. Donc, vous ferez quoi, vous ?
Moi, je fais ce que je fais tous les jours, je travaille. Moi, je suis membre du Parti Socialiste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 1988. Vous n'avez pas peur d'être exclu? Depuis 1988, mon âge de 18 ans. Je paye mes cotisations, donc je suis toujours membre du Parti Socialiste. Vous ne le serez peut-être plus au mois de juin. Et moi, je suis les consignes de mon parti, c'est-à-dire qu'il y avait un calendrier pour déposer sa candidature, ce que j'ai fait. Il y aura un vote des militants. On a laissé d'ailleurs en accord avec mon responsable départemental, le vote militant aura lieu la semaine prochaine. Et ensuite, il y aura la commission nationale d'investiture. Le parti me donnera ou non cette investiture. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai servi mon parti, ma famille politique. Vous savez, j'étais responsable départemental une dizaine d'années ici. J'ai servi mon parti avec loyauté, fidélité. Et moi, je suis attaché à mon parti politique et à ses valeurs. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a un appareil qui ne fonctionne plus. Je ne parle pas des militants locaux et de ce que l'on fait ici, qui font un travail remarquable. Mais on a un appareil qui ne fonctionne plus et le Parti Socialiste a perdu la moitié de ses militants. Il serait quand même dommage de faire partir l'autre moitié des militants qui conduirait à ce que l'appareil se retrouve dans le plus simple appareil. Très bien, merci Stéphane Travers. Merci Stéphane Travers, député PS de la circonscription de Coutances-Valognes, conseiller régional d'opposition de la région Normandie et délégué national du mouvement En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. Merci d'avoir été notre invité. On retrouve tout ce contenu sur la page Facebook de la radio CFM en vidéo. Merci.